Dans l'ouvrage qui était un petit peu la réunion de toutes ces ethnographies et de cette réflexion sur l'humanitaire et la critique du gouvernement humanitaire des indésirables, que j'ai publié en 2008, Gérer les indésirables, des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire, j'ai évoqué pour la première fois un concept qui m'a beaucoup servi et qui a été pas mal repris après, qui est la notion d'encampement. La notion d'encampement, c'est-à-dire le fait politique de mettre des gens dans des camps plutôt que de les établir dans d'autres contextes, dans les villes par exemple, ou de les aider dans d'autres lieux, dans d'autres situations. Et donc l'encampement en tant que politique ou en tant que réponse à une situation hostile, a été ensuite, pour moi, a donné lieu à d'autres projets de recherche, à d'autres programmes, et notamment un très grand programme qui s'appelait Un paysage global de camps, que j'ai mené avec un groupe de chercheurs internationaux, dont l'objectif était de réunir des ethnographies de camps de réfugiés, camps de déplacés, campements de migrants, centres de rétention, toutes sortes de regroupements spatiaux de réfugiés, déplacés, migrants, clandestins, etc., pour essayer de comprendre en quoi ça donnait une certaine unité à une situation qui existe aux échelles locales à chaque fois, avec des explications locales, mais aussi à l'échelle mondiale, et donc avec peut-être aussi une explication mondiale. Et donc ça a donné lieu à un ouvrage qui s'appelle Un monde de camps, en 2014 à la Découverte, qui a regroupé 25 monographies de camps de réfugiés, camps de déplacés, campements de migrants, pour justement essayer de comprendre cette fonction, cette unité qu'il peut y avoir dans les différents types de camps qui existent dans le monde. Donc j'avais distingué avant, déjà dans l'ouvrage précédent, j'avais distingué un petit peu les camps de réfugiés proprement dit, ceux qui ont un statut, qui sont créés par le HCR ou par l'UNRWA, l'organisme de l'ONU pour les camps palestiniens. Les camps de déplacés internes, qui sont des formes un peu différentes, peut-être moins formelles, mais qui se transforment souvent beaucoup avec la présence d'ONG internationales ou d'ONG nationales, mais aussi par la dynamique propre de ces lieux. Les campements de migrants, qui sont encore d'autres formes, puisque là, bien souvent, au lieu d'être un camp créé a priori par une organisation ou par une institution, c'est l'initiative des gens eux-mêmes d'aller se mettre quelque part parce qu'ils ne peuvent pas se mettre ailleurs. C'est un petit peu toujours la figure de l'indésirable qui va chercher un espace dans lequel il sera toléré, où il pourra rester éventuellement plus ou moins caché ou plus ou moins visible, mais souvent l'invisibilité est liée à cette condition. Et puis les centres de rétention, etc., qui sont d'autres formes de regroupement de gens là qui sont en situation dite irrégulière, mais qui peuvent également durer assez longtemps. Alors ensuite, dans un deuxième temps, si on complique un petit peu la description et l'analyse, on s'aperçoit qu'il y a certaines situations dans lesquelles régionalement ou localement, mais souvent à l'échelle régionale, quelque chose se pérennise et le
camps ou les camps, quand il y a plusieurs camps, deviennent un facteur d'urbanisation particulier de longue durée. On a souvent l'exemple du camp de Dadaab au Kenya, qui est un camp qui a été le premier camp de réfugiés dans lequel j'ai mené mes enquêtes. Et d'autres personnes sont allées mener des enquêtes. Et donc, là, maintenant, c'est un camp qui a été beaucoup étudié depuis les années 2000, qui était mon premier terrain, jusqu'à maintenant, où encore des gens vont faire des monographies du camp de Dadaab. Mais c'est un camp, ou plutôt un ensemble de 4 camps, en fait, qui regroupent maintenant 300, 350 000 ou 400 000 résidents, on va dire, occupants ou habitants. Et donc, ce camp existe depuis 1991, donc ça lui fait maintenant 30 ans, et il a connu pas mal de développement et de transformation. Et donc c'est là où, il m'avait semblé, c'est là où j'ai commencé à parler, mais d'autres l'ont fait aussi au même moment, et puis après ça a été beaucoup développé, la notion de ville-camp, c'est-à-dire qu'effectivement on a quelque chose comme un début de ville, une ville va se former, mais en même temps elle est maintenue sous contrôle et elle est maintenue dans un état de perfusion un peu permanente avec, en l'occurrence, dans le camp de Dadaab au Kenya, des organisations internationales qui approvisionnent l'alimentation, qui amènent les soins de santé, qui amènent des structures d'éducation, de formation, etc. Et donc on a petit à petit une forme urbaine parfois ça donne aussi, en termes de paysage, c'est un petit peu l'impression d'un village qui s'est amplifié, un village de plus en plus grand, qui va petit à petit créer son propre urbanisme. Même si, a priori, l'urbanisme est celui qui est créé par les organisations qui font l'espace. Et donc, en général, c'est des quadrillages comme ça où se trouvent des lots, des blocs, comme on dit dans certains camps, ou des secteurs, voilà, A, B, C, D, E, F, G, etc. Il y en a comme ça plusieurs qui forment un petit peu des sous-agglomérations à l'intérieur de l'agglomération qu'est le camp initial. Alors là où il y a plus de développement et plus de transformation, c'est souvent dans les camps de déplacés, puisqu'il n'y a pas la contrainte du règlement international qui maintient les gens dans un statut incertain de réfugiés international, où ils peuvent être abrités et tolérés, acceptés, relativement pris en charge dans l'espace du camp, mais ils n'ont souvent pas le droit de travailler à l'extérieur du camp, même s'ils le font quand même, moyennant des faveurs données, par exemple, à la police qui contrôle la circulation des réfugiés. Mais en principe, voilà, ils n'ont pas le droit de se déplacer ailleurs, ils n'ont pas le droit de travailler ailleurs, etc. Alors c'est moins le cas pour les déplacés internes, qui eux sont dans un espace qui est aussi leur espace national. Donc là, on a plus souvent, dans le cas des camps de déplacés, on a plus souvent une transformation plus importante des camps vers quelque chose qui ressemble à des quartiers, à des périphéries. C'était le cas des camps de déplacés de Khartoum, par exemple, où les camps, petit à petit, ont fini à ressembler tellement aux quartiers périphériques qui les entouraient, qui sont devenus eux-mêmes, de fait, des quartiers. Il manquait presque plus rien, si ce n'est, effectivement, le droit des gens qui étaient là d'acheter leur terrain pour avoir le droit d'y rester, d'acheter leur maison, d'être propriétaire de leur maison pour avoir le droit d'y rester. Donc ça, c'est une des études de cas qui sont dans cet ouvrage de Le monde des camps. Il y en a une autre qui est tout à fait intéressante, c'est sur les camps palestiniens. Enfin, il y en a plusieurs autres sur les camps palestiniens. Et là, c'est intéressant, puisque là, on est dans des camps
notamment les camps palestiniens au Liban ou les camps palestiniens en Cisjordanie, qui se sont développés à l'intérieur pratiquement de l'espace urbain déjà existant, et donc qui sont restés délimités en tant que camps par le fait que les gens qui étaient là n'avaient pas la nationalité du territoire sur lequel ils se trouvaient, et donc ils avaient droit d'habiter ce lieu-là uniquement, mais c'était un lieu qui ressemblait de plus en plus, ce sont des lieux qui ressemblaient de plus en plus à des quartiers de villes presque ordinaires, en tout cas des quartiers populaires, relativement pauvres, et donc qui sont devenus, comme les camps de réfugiés palestiniens au Liban, qui sont devenus des lieux où sont arrivés d'autres migrants, d'autres réfugiés venus d'autres pays. Le camp de Shatila, par exemple, à Beyrouth, qui est très connu pour avoir été le lieu des massacres de Sabra et Shatila, a connu d'autres événements politiques, d'autres combats, conflits et guerres dans la suite de son histoire. Mais depuis quelques années, il est devenu un camp qui reste un camp de réfugiés pour l'ONU, pour l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, mais qui est aussi un quartier d'accueil, si on peut dire, pour des migrants, d'une part pour des réfugiés palestiniens, par exemple, au moment du conflit syrien, des réfugiés palestiniens qui sont arrivés de Syrie, donc qui en principe n'avaient pas de place dans ce camp-là, mais par relation, ils ont trouvé à s'abriter dans ce camp-là, ou des migrants venant d'Irak ou de Syrie qui sont venus s'abriter dans le camp de Shatila, ou des migrants venant du Soudan ou d'Égypte ou du Bangladesh. Et donc, ce lieu est devenu de plus en plus cosmopolite. Aujourd'hui, moins de la moitié de la population du camp de Shatila est palestinienne. Et donc, voilà, c'est cette fonction un petit peu des collègues qui travaillent dans la région parlent de la centralité des marges. Et donc, ça incarne bien cette centralité pour le cas du camp de Shatila à Beyrouth. Les camps eux-mêmes peuvent devenir des hubs, des zones carrefour, si on peut dire, où viennent des gens qui sont un peu tous dans cette situation d'indésirabilité, un peu partout, parce qu'ils sont réfugiés, ils n'ont pas de statut de réfugié, ils sont migrants, ils n'ont pas de carte de séjour, ils sont travailleurs migrants, mais ils sont restés trop longtemps, ils ont perdu leur carte de séjour, etc. Bref, tout un tas de situations de précarité juridique et de précarité sociale qui font que ce genre de lieu devient des lieux refuges ou carrefours pour les gens qui viennent d'un peu partout. Donc on a développé ce thème-là, et pour moi c'était intéressant. Il y a, bien sûr, après on peut aussi développer, il y a eu des études aussi sur différents campements et comment des campements de migrants, finalement, qui peuvent paraître désordonnés, sont en fait très souvent, dans la durée, s'organisent de plus en plus et finalement deviennent des sortes de villes, des sortes de micro-villes, ou en tout cas des espaces organisés avec des hiérarchies, avec des responsables des lieux qui sont promus ou qui se promeuvent eux-mêmes, mais qui vont donner un petit peu de forme durable à ces espaces. Alors, il m'a semblé, et c'est ce qu'on a vu après dans l'enquête collective que j'ai organisée sur le camp de Calais, il nous a semblé dans cette enquête collective-là que la forme camp n'était pas seulement un espace de relégation, d'abandon, et encore moins qu'on devait l'associer à la figure du camp de la mort, comme ont pu le faire certains auteurs
Giorgio Agamben en particulier, mais c'est vrai, il l'a fait dans une démarche philosophique qui s'interrogeait sur à la fois la mort sociale et la mort sociale que peuvent représenter la disparition des personnes mises dans des espaces devenus invisibles, comme les camps, et puis la mort physique qui est un petit peu au bout. Mais je pense que ça ne nous permet pas de comprendre les camps contemporains. En tout cas, ça permet de comprendre une situation particulière. Je pense que l'extermination n'est pas liée à la forme de camp. On l'a vu au Rwanda, où l'extermination se faisait dans la rue, et donc le génocide se fait dans la rue, il ne se fait pas forcément dans le camp. Donc c'est un automatisme, un réflexe européen par rapport à la Shoah qui surdétermine le regard qu'on peut avoir sur les camps. Ce regard-là, on ne l'a pas ailleurs dans le monde. Et donc on peut parler ailleurs dans le monde d'un camp comme d'une forme d'espace et d'une forme sociale qui n'est pas forcément liée à cette image de la mort. Le camp-ville, donc justement, c'est un peu l'opposé, si on veut. C'est le camp en tant qu'il est un lieu de vie et un lieu de resocialisation, de repolitisation. Et donc finalement, le camp n'est plus seulement le lieu de relégation des indésirables. Il est ça au départ. Il n'est plus seulement le lieu de mise à l'écart pour un temps, comme l'est le ghetto, par exemple, dans sa première acceptation, sa première définition. La première acception du ghetto, c'est ce refuge dans lequel on dit aux gens qu'ils seront en sécurité, mais on leur impose un lieu. On dit c'est là où vous pouvez rester. Donc c'est le lieu de tolérance pour des populations qui sont indésirables ailleurs. Mais une fois qu'on a fait ça, si le lieu continue d'exister, pour des raisons humanitaires ou pour des raisons de relégation, pour des raisons sécuritaires, eh bien, il se transforme parce que les gens qui sont là, ils sont vivants. Et donc, ils recréent de la socialité, ils recréent de la politique, ils recréent des formes culturelles. Voilà, c'est ce en quoi le camp-ville peut être une réponse à la vision qu'on a dit thanatopolitique, à la vision du camp en tant que camp de la mort. Les camps palestiniens sont un exemple, mais les camps sahraouis également, qui datent, eux, de plus de 40 ans. Finalement, les camps sahraouis sont des formes à la fois de recréation, de création en fait, d'espaces urbains qui dupliquent les noms de lieux qui ont pu exister auparavant dans la zone occupée par le Maroc, et donc ce Sahara occidental. Dans les camps qui sont en Algérie, il y a 5 camps sahraouis qui reprennent les noms de ces lieux qui sont de l'autre côté de la frontière. Mais ça devient aussi des espaces en eux-mêmes, ça devient des espaces qui se sont inscrits dans la durée, avec une certaine organisation urbaine, mais aussi une organisation politique. Et on peut dire que l'organisation des camps est une forme qui prépare l'État sahraoui qui est rêvé comme un futur, pour l'instant, utopique. Mais c'est une utopie déjà réalisée dans la forme des camps sahraouis actuellement. Donc il y a cette dimension-là de création, de créativité qui m'a semblé intéressant de montrer à travers la diversité des camps, notamment les camps sahraouis, les camps palestiniens, les camps en différents pays d'Afrique, dans cet ouvrage du monde des camps.